Alors bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire donc sur l'IA générative. Donc est-elle la clé du manager augmenté de demain? Donc un webinaire que nous avons la joie de co-présenter. Donc moi-même, Tiffaine Gallier, directrice du conseil chez God Place to Work France, et Camille Antoine, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous, merci d'être présent avec nous. Camille-Antoine Donzel, je suis avocat au sein du cabinet Littler France, qui est un cabinet spécialisé en droit social et nous avons pour activité principale d'assister les équipes RH des entreprises dans leurs problématiques juridiques et sociales du quotidien. Et donc, bien évidemment, comme tout un chacun, nous sommes amenés, alors de manière assez prospective, à nous intéresser aujourd'hui effectivement dans l'entreprise au déploiement de l'IA et à ses conséquences pour l'entreprise et le management. Tout à fait. Et c'est donc ce webinaire s'inscrit dans un partenariat de longue durée avec Littler, puisqu'effectivement nous avons l'habitude de faire ce type de matinale sur ces grands sujets. La dernière fois, par exemple, c'était sur la santé mentale. Donc, si jamais ce format vous plaît, n'hésitez pas à regarder nos prochaines dates, nos prochains sujets. C'est toujours très intéressant puisque on mélange nos deux expertises, le management pour Good Place to Work et forcément le droit côté Littler. Au sommaire aujourd'hui, donc beaucoup de sujets. On va échanger dans un premier temps sur l'intelligence artificielle comme étant effectivement une vraie transformation pour les entreprises. Nous avons quelques chiffres et quelques définitions à vous partager sur ce point. Ensuite, l'importance de l'IA générative au service des managers. Qu'est-ce que cet outil est en capacité de faire? Enfin, en troisième point, l'importance aussi d'accompagner les managers et leurs équipes à l'appropriation de cet outil, puisque au-delà de se dire quelle va t'apporter l'IA générative, c'est finalement comment est-ce que managers et collaborateurs peuvent se l'approprier. Ensuite, les managers manager avec l'IA générative, qui a un enjeu éthique également, puisque il y a forcément un cadre légal qui existe et qui est plus ou moins précis. On va voir ça avec Camille Antoine, mais donc il y a aussi l'éthique qui joue beaucoup à ce stade d'avancée de ce sujet. Et enfin, nous aurons notre traditionnel échange sur vos pratiques, où on vous demandera, via un outil de facilitation digitale, de nous partager les pratiques que vous mettez en place ou que vous souhaitez mettre en place sur ce sujet de l'IA. Alors, on va commencer sur ce grand constat. Donc, l'IA a une transformation pour les entreprises. Alors, chez Great Place to Work, nous identifions tous les ans les grands sujets pour l'année en cours sur les sujets de management et de RH. Et donc, cette année, en 2024, nous avons identifié 6 facteurs de changement en entreprise. Alors, certains, je pense que vont tout de suite vous parler, transition écologique et RSE, résilience économique, notamment le sujet de l'inflation, la santé, notamment santé mentale, vieillissement de la population. La tension entre individualisme et le sentiment, la volonté d'être en communauté, et naturellement l'intelligence artificielle. Donc, avant de rentrer dans davantage de considérations, il nous paraissait important de pouvoir vous redéfinir ce qu'est l'IA, et notamment l'IA générative, puisque c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, l'intelligence artificielle générative est une solution technologique qui génère de nouveaux contenus, que ce soit des données, du texte, de l'image, vidéo, musique, qui ressemblent à ce que l'humain pourrait produire. Donc, la différence avec une IA classique, c'est que l'IA classique va effectuer des tâches répétitives en suivant des algorithmes prédéfinis, et l'IA générative, en fait, va fonctionner grâce à des modèles d'apprentissage automatique nommés machine learning. Donc, en fait, elle apprend. Donc ça, c'est l'IA générative. Et donc, comment est-ce que c'est perçu par les Français? Donc, on a la chance chez Great Place to Work de faire tous les ans aussi une enquête auprès d'un échantillon représentatif d'actifs français. Donc, cette année, nous avions 4000 répondants. Vous voyez les modalités d'enquête. Et première question pour vous, je ne vais pas tout de suite vous donner la réponse. Quel est, selon vous, le pourcentage de salariés français qui considèrent avoir un bon niveau de connaissance sur l'IA et ses impacts sur le travail? Donc, normalement, un sondage va se mettre en place. Donc, n'hésitez pas à regarder dans l'onglet sondage. Donc, quelle est la part des salariés français qui déclarent avoir un bon niveau de connaissance de l'IA et des impacts sur le travail? On vous a proposé différentes possibilités. On va voir si vous avez juste.
Alors, je regarde un peu ce que vous me dites sur cette question. Vous êtes 64% à dire, 58 cette fois-ci, ça bouge vite, à dire 21%. Alors, on va fermer les votes, hein, c'était histoire de vous faire réfléchir, mais je vais vous donner la réponse dans quelques instants. Donc, vous êtes 56% à dire 21%. Et vous avez raison. Effectivement, 21% seulement des salariés français estiment avoir un bon niveau de connaissance sur l'IA et de ses impacts sur le travail. Si on regarde sur d'autres informations démographiques, on se rend compte qu'en fait, c'est tout à fait partagé que l'on soit manager de proximité ou non manager. Donc, manager de proximité, c'est d'autant plus alertant hein, parce que ce sont eux qui vont être en capacité de faire vivre cette transformation, donc 23%, et les non managers, 13%, donc qui est encore moins, mais finalement, ce qui est assez logique puisque l'appropriation du changement n'est pas encore arrivée tout à fait jusqu'à eux. Alors, comment se transformer durablement? Eh bien, ça va passer par différents stades sur cette transformation. Donc, on va d'abord, ça c'est vraiment la théorie d'accompagnement au changement assez classique, on va d'abord devoir déraciner les normes du groupe, c'est-à-dire remise en cause des normes et abandon des routines. Donc, c'est-à-dire aller voir ce qu'il va falloir bouger et accepter de le faire. Donc là, l'important, ça va être de réduire les résistances au changement pour aboutir à ce déracinement. Il y aura une phase de transition, on va aller expérimenter de nouvelles pratiques. Et enfin, on va enraciner de nouvelles normes, donc établir de nouvelles normes, communiquer sur l'avancée du projet, valoriser le bilan et les participants. Et donc, dans ce cadre-là, soutenir véritablement l'effort d'apprentissage. Ça, c'est vraiment la théorie. C'est le A plus B de l'accompagnement au changement, mais qui est important finalement de se réapproprier quand on parle d'IA. Sachant qu'effectivement, cet embarquement est totalement indispensable. Hein. Ça aussi, c'est un grand classique, mais je souhaitais vous le repartager. Il y a énormément de freins finalement à cet embarquement, que ce soit sur n'importe quelle transformation, mais notamment sur l'IA. C'est qu'on peut craindre de ne pas être à la hauteur en termes de compétences, de comportement attendu par rapport à cette transformation. On peut aussi se dire que personnellement, on n'a pas intérêt à y aller finalement versus l'intérêt collectif parce qu'on a peur de la remise en cause de ses acquis. Il peut y avoir aussi un frein qui est la méconnaissance des objectifs du projet. Et enfin, la méfiance dans la capacité de sa direction, donc du management de l'entreprise, à mener le projet et à appréhender les efforts requis. Et il va falloir aller à l'encontre de ces freins pour créer des leviers d'engagement, c'est-à-dire que chacun puisse être valorisé au cours de ce changement, parce que ça va nourrir l'estime de soi, la mobilité interne, etc. Comprendre son rôle et son utilité dans ce projet, avoir quand même du plaisir dans le travail, dans cette transformation, notamment de socialisation, hein, d'où le fait de vraiment aller chercher des points de contact entre les collaborateurs, les managers, etc., pour qu'il puisse y avoir un apprentissage en commun. Une quête aussi de sécurité, de stabilité de l'emploi. On en parlera avec Camille-Antoine sur tout ce qui est formation, par exemple, et l'action collective et le sentiment d'appartenance. Et pour ce faire, vraiment, les managers de proximité sont au cœur du réacteur, puisqu'ils vont vraiment être finalement les points de contact privilégiés des collaborateurs sur ce sujet. Et il s'agit donc de les responsabiliser face à ces transformations. Donc, quelques chiffres de notre enquête. On leur a demandé, alors sur tout type de projet de transformation confondus, combien d'entre eux déclaraient avoir été informés des projets de transformation de leur entreprise. Ils sont à 76% positifs sur ce sujet. Donc, alors forcément, nous, l'objectif, c'est d'arriver à 100. Mais bon, 76%. Ensuite, nous avons ceux qui estiment avoir compris les objectifs visés, les modalités de mise en place, 68% positifs, et déclaré avoir été associés à la mise en place, 55% positifs. Donc, on voit qu'il y a une dégradation du pourcentage au fur et à mesure de la qualité finalement d'embarquement des managers sur ce sujet. Donc là, notre message, c'est de se dire que certes, peut-être que la transformation peut concerner qu'une partie de l'entreprise, peut-être qu'un pilote, ce qui pourrait justifier que tous les managers ne soient pas forcément au courant, mais à défaut, il faut vraiment aller travailler cette communication, cette association aux décisions. Puisqu'effectivement, le manager est vraiment au cœur du changement, hein, parce qu'il va être co-constructeur du changement, et il a une double mission, c'est-à-dire qu'il doit faire évoluer ses collaborateurs, mais lui-même aussi
évoluer. Donc, ce qui est d'autant plus challengeant pour lui, et ce, sur toutes les étapes du changement. Il va devoir faire preuve de pédagogie, il va aider à l'expérimentation, au pilotage de ce changement et à l'ancrage des nouvelles pratiques. Donc, vraiment, le manager, quand on dit manager augmenté, c'est ce que l'IA peut apporter au manager, mais c'est aussi ce que le manager va apporter à cette transformation. Effectivement, une fois qu'on est d'accord sur le fait que l'IA, ça peut être un sujet de transformation majeur pour l'entreprise et que les managers sont vraiment une pierre angulaire de cette transformation, eh bien, c'est important de se dire qu'en fait, il faut peut-être leur faire comprendre que l'IA générative peut être à leur service. Ça peut-être les embarquer davantage, et si on embarque les managers, on embarquera les collaborateurs. Donc, nous, ce qu'on a fait sur ce point-là, c'est qu'on a pris quelques pas de côté et on s'est dit quels sont les risques finalement liés au travail selon les managers, quelle est leur perception de leur travail. Et on se rend compte qu'au niveau des principaux risques, il ressortent un certain nombre de sujets, le burn-out à 33%, gestion de la pression à 23% et perte de sens à 20%. Donc, les managers ne sont pas forcément au beau fixe sur l'appréhension de leur relation au travail. Et effectivement, si on va un peu plus loin, notamment sur les sujets de santé mentale, 54% d'entre eux évaluent leur santé mentale comme étant bonne ou excellente, et 52% estiment évoluer dans un environnement de travail sain sur les plans psychologiques et humains. Donc il y a encore quand même pas mal de travail, et on peut supposer qu'il y a quand même une certaine difficulté pour ces managers de proximité. Alors, autre sondage que je souhaitais vous proposer, c'est à votre avis, quel pourcentage de managers de proximité qui déclarent que leur activité professionnelle a un sens particulier pour eux et qu'ils ne la considèrent pas uniquement comme un emploi. Donc, qui est vraiment une question importante dans notre modèle Great Place to Work, sur ce sujet finalement d'engagement et notamment vis-à-vis de son travail, de plaisir finalement à faire son travail. Alors, je regarde ce que normalement, vous avez le sondage. Alors, je vous laisse y répondre. Encore une fois, vous avez plusieurs possibilités. Donc, on va attendre une petite minute. Je vois que ça vote encore. Ah, c'est un peu plus partagé. C'est un peu plus partagé. Alors, bon, je vais fermer les votes pour vous donner la solution. Alors, donc, sur cette question, vous étiez 44% à dire 63% des managers de proximité et 33% d'entre vous ont dit 73% des managers de proximité qui auraient la sensation que leur activité professionnelle a un sens pour eux. Et en fait, c'est 53%. Donc, en fait, c'est plus bas que ce que vous aviez, répondu. Donc, ce qui est d'autant plus interpellant, de se dire que les managers de proximité ne sont que 53% à ressentir ce sens. Alors, même si on est d'accord que ce n'est pas quelque chose de facile, mais quand même, c'est un signal. Donc, on peut se dire en premier lieu qu'effectivement, les managers sont quand même en difficulté vis-à-vis de leur relation au travail aujourd'hui. Et à côté de ça, encore une fois, leur rôle est primordial, notamment par rapport à ce chiffre que je vous partage, c'est que quand on demande aux collaborateurs quelles sont les raisons principales qui t'amèneraient à quitter ton entreprise, la troisième raison, c'est la relation managériale. Donc en fait, là on est vraiment sur une croisée des chemins, on a des managers qui ne vont pas forcément très bien, et en même temps des collaborateurs qui sont prêts à partir puisque leur relation avec le manager n'est pas forcément au beau fixe. Donc encore plus de raisons d'agir auprès de cette population. Et alors, on se dit, pourquoi pas avec l'IA ? Pourquoi pas essayer les outils d'IA pour soulager ces managers de proximité en quelque sorte ? Donc, les gains perçus de l'IA générative selon les managers de proximité, donc il y a effectivement ce top 3 que je vous partage, l'allègement des tâches répétitives et routinières en tout premier lieu, l'optimisation de la gestion des SI et l'augmentation de la productivité de l'entreprise. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un gain qui est identifié par les managers de proximité. Donc, ce qui est d'autant mieux si les managers de proximité sont, comme on l'a vu dès le départ, un agent de changement
centrale dans les organisations. Alors, on va aller un petit peu plus dans le détail sur les usages managériaux de l'IA générative. Donc, ils peuvent soit gagner en productivité, soit individualiser l'accompagnement de chacun de leurs collaborateurs parce qu'ils vont gagner du temps. Naturellement, ces usages managériaux sont tout à fait, enfin là, je vous partage des éléments en toute humilité puisque ça bouge énormément sur ce sujet. Donc, on n'a pas, voilà, clairement, on est encore en prospective. Donc notamment, cette IA générative va pouvoir aider les managers de proximité à déléguer certaines tâches quotidiennes, répétitives, rédiger des mails, les comptes rendus, des slides, trier, etc. Donc là, il y a plein de choses qui prennent beaucoup de temps, qui peuvent être données à l'IA générative. Ça peut aider aussi à soutenir la conduite de certains projets, comme le recrutement, par exemple, suivre des campagnes, répondre aux candidats, rédiger des fiches de poste, etc. Même si sur le recrutement, on verra avec Camille-Antoine qu'il y a quelques petites précautions à avoir, et accompagner la prise de décision, notamment sur la gestion de carrière, grâce à la collecte de données prédictives. Encore une fois, avec les précautions d'usage, on va y revenir. L'IA générative va pouvoir aussi permettre une meilleure organisation du temps, notamment en ayant la capacité d'optimiser une to-do list ou un planning, ce qui est quand même assez intéressant. Et ça va permettre donc au manager de se mettre un peu davantage peut-être au service de son équipe et d'aider chaque membre finalement à développer son potentiel puisqu'en ayant plus de temps à leur accorder a priori. Quelques exemples de bonnes pratiques un peu concrètes, donc qui sont pour l'instant pas mises en place en France. Là, c'est un exemple aux États-Unis. C'est IBM qui a mis en place un outil de remontée de données RH pour aiguiller les managers dans l'octroi des augmentations salariales et des promotions, avec des recommandations faites aux managers. Et donc, c'est quand même le manager qui décide in fine. Il y a aussi un système d'alerte en cas de potentiel désengagement des équipes qui remonte via cet outil de remontée des données. On vous a mis la source, n'hésitez pas à regarder. Naturellement, encore une fois, c'est assez neuf. Donc, toujours prendre ses précautions et rester humble par rapport à ces sujets-là. Sur DHL, donc également, ça a été mis en place aussi aux États-Unis en particulier. On a un travail qu'ils ont mené avec Cornerstone pour assurer des parcours de carrière plus fluides, fidéliser les talents et avec vraiment, là encore une fois, un vrai travail de mapping des compétences et de matching des compétences. Donc voilà, c'est aussi assez intéressant ce qu'il peut être fait. Dernier exemple chez Safran, sur aussi l'individualisation des parcours de carrière. Donc, eux, ils ont collaboré avec un cabinet qui s'appelle NeoBrain. Et en fait, ils ont vraiment réfléchi et travaillé sur une plateforme, Celia Skills, dans tout le groupe, donc avec quand même 83 000 collaborateurs, pour accompagner effectivement la gestion de carrière. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à regarder avec le maximum d'informations que nous avons à ce stade, mais de regarder ce qu'ils ont pu travailler, c'est assez intéressant. Donc voilà, donc si on se résume, l'IA est une vraie transformation pour les entreprises. Dans le cadre de cette transformation, le manager de proximité est vraiment un acteur de changement central. Effectivement, au-delà d'être un acteur du changement central, le manager est aussi vraiment quelqu'un qui peut bénéficier de ces outils d'IA, notamment quand on voit dans quelles difficultés il évolue aujourd'hui sur le marché du travail. Et donc, l'idée ici, c'est de réfléchir quand même à comment on accompagne les managers et leurs équipes à vraiment se saisir de ces outils-là. Parce que certes, on s'en parle, ça a l'air de super exemples, de super outils, mais enfin, c'est vraiment, il va falloir travailler les usages, la bonne compréhension des sujets, le bon outil au bon moment, etc. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, déraciner les normes, faire une transition et travailler sur de nouvelles normes pour le groupe. Donc, pour faire cette intégration, on va avoir différents temps. D'abord d'acculturation, puis d'engagement en démarche de test and learn. Sur l'acculturation, il va d'abord falloir former et sensibiliser les équipes à l'IA générative. Ensuite, identifier l'impact métier de cette IA générative. Et enfin, expérimenter avec les équipes.
notamment sur la formation, hein. Petit point important quand même à souligner, il va falloir assurer le même niveau de connaissance de l'IA générative pour tous. N'oubliez pas que ça peut possiblement être une nouvelle fracture numérique, comme on l'a connu à la mise en place d'Internet, et pour le coup, ici, sur l'IA générative. Merci Tiffaine. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, l'IA va apporter son lot de questions juridiques, alors bien évidemment dans des domaines divers et variés, puisque je pense que on va avoir des questions qui vont se poser en droit commercial, en droit fiscal, en droit des données personnelles et tout autre droit qui existe, mais également et surtout en droit du travail et en droit social, puisque l'IA va effectivement intégrer les entreprises, elle va devenir un outil qui, dans les prochaines années, va certainement être incontournable dans certains métiers, et donc il va falloir se saisir. Tiffaine nous a expliqué un peu les tenants et aboutissants de ce déploiement de l'IA dans les entreprises et le rôle des managers dans le cadre de ce déploiement, à savoir comment on investit l'outil et comment est-ce qu'on en fait quelque chose de positif pour l'entreprise et les collaborateurs. Le sujet maintenant, ça va être de savoir comment on intègre l'IA dans le cadre juridique du Code du travail que nous connaissons tous aujourd'hui pour ceux qui sont RH ou plus largement ceux qui sont salariés et qui voient un peu comment ça fonctionne. Comme vous le savez, il y a une obligation en France qui est dans le Code du travail, qui est d'assurer la formation professionnelle continue et l'obligation d'adaptation au poste au regard des nouveaux outils. Et donc, bien évidemment, cette obligation professionnelle continue d'adaptation au poste, elle va nécessairement prendre tout son sens avec l'IA. Puisque, comme vous le savez, l'IA aujourd'hui va être un outil qui va se déployer dans les entreprises, on le voit tous hein, aujourd'hui. Moi, je suis allé la semaine dernière à l'université d'été de la NDRH, qui est une association de DRH, et pendant 2 jours, l'ensemble des modules et des thèmes qui ont été abordés tournaient à 99% autour de l'IA. Et donc, c'est un vrai sujet pour les RH de savoir comment ils vont se saisir du sujet, comment ils vont déployer l'outil, comment ils vont transmettre ce déploiement de l'outil au niveau des managers et donc des équipes. Donc, comme vous le savez, il y a le Code du travail qui prévoit que l'employeur doit adapter les salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des technologies. Et donc, l'employeur, dans ce cadre-là, peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques. Donc là, vous avez un code du travail qui, d'ores et déjà, prend en compte l'évolution technologique des outils et qui donne à l'employeur cette obligation de former ses collaborateurs afin que ceux-ci soient en mesure de s'adapter à ces évolutions technologiques et donc de prendre pleinement connaissance de nouveaux outils qui seraient intégrés dans l'entreprise. Ça a été le cas avec l'Internet, bien évidemment. Et là, avec l'IA, on a un nouveau tournant puisqu'on a un nouvel outil qui va s'imposer par la force des choses dans les entreprises et que l'employeur va devoir prendre en compte dans le cadre de sa formation, enfin de l'obligation de formation qu'il a vis-à-vis de ses collaborateurs. Et bien évidemment, pour l'employeur, c'est un enjeu qui est crucial, bien évidemment, puisque au-delà de la continuité de l'activité de l'entreprise, qui va avoir besoin de ses collaborateurs et de ses forces vives, c'est une obligation qui peut le conduire à s'exposer à des dommages et intérêts, donc à un risque financier, puisque lorsque l'employeur ne répond pas à cette obligation de formation de ses collaborateurs, ces mêmes collaborateurs peuvent saisir le conseil de prud'homme et demander l'allocation de dommages et intérêts selon le préjudice qu'estimera le juge. Et donc, vous le voyez dans les jurisprudences que je vous ai mises, la Cour de cassation est même venue appuyer cette obligation de formation, puisqu'elle vous dit que l'employeur doit assurer l'obligation de formation de ses collaborateurs, quand bien même ces derniers n'en auraient pas fait la demande. C'est-à-dire qu'avec l'IA, on ne pourra pas dire aux collaborateurs, attendez, on a déployé l'IA dans l'entreprise, vous n'avez pas eu, vous, d'appétence à aller nous voir et nous dire, bon, bah, écoutez, il y a un nouvel outil, j'aimerais être formé à cet outil. Non, non, c'est à l'employeur de prendre les devants, de prendre les initiatives et de dire aux salariés, voilà, moi, employeur, j'entends déployer dans l'entreprise un outil d'IA sur tel et tel métier ou sur tous les métiers selon l'activité de l'entreprise. Et donc, moi employeur, je vais organiser des sessions de formation, d'accompagnement à la prise en main de l'outil. Et vous, collaborateurs, vous allez devoir y participer. Je ne l'ai pas mis dans le slide parce que le slide était un peu long sinon. Il y a effectivement un sujet par rapport à ça aussi sur la GEPP, donc la gestion des emplois et des parcours dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'employeur, vous le savez, notamment dans les entreprises de 300 salariés et plus, doit négocier tous les ans sur la GEPP qui permet d'accompagner l'évolution des métiers, éventuellement aussi l'évolution des effectifs. Et dans ce cadre-là, l'IA va nécessairement intégrer aussi cette négociation sur la GEPP dans l'entreprise, puisque, encore une fois, l'employeur, au-delà d'ailleurs même de la formation des collaborateurs, doit aussi s'assurer que son activité est pérenne, et elle ne sera pérenne que s'il organise
la formation de ses collaborateurs à ces nouveaux outils que sont l'IA et les différentes conséquences que cela va avoir sur les métiers. Donc c'est très important, c'est un vrai enjeu juridique et RH que de former ses collaborateurs sur l'IA. Et bien évidemment, pour ce faire, l'employeur va devoir déployer des formations, des sessions, des explications, et notamment vis-à-vis des managers, parce que c'est eux en premier lieu qui vont avoir à manager des gens qui possiblement derrière vont eux-mêmes utiliser des outils d'IA. Donc le manager en premier devra être capable d'être formé, et l'employeur devra former ses managers de manière à ce que derrière, si on prend des thèmes qui sont connus, une théorie du ruissellement, que le manager puisse derrière lui-même manager des gens et même les former lui-même sur cet outil lié à l'IA. Tout à fait. Et on vous partage là quelques ressources, notamment un film, un reportage qui a été fait par Samuel Durand, que vous connaissez peut-être, qui travaille sur beaucoup de sujets liés au travail notamment, et notamment l'IA. Et c'est assez intéressant. C'est vraiment un film intéressant pour sensibiliser. On n'est pas là sur des aspects très techniques, mais pour sensibiliser sur les grands enjeux de l'IA liés au travail, ça peut être tout à fait pertinent. Par ailleurs, on a notamment une formation proposée par le CNAM aussi, qui est assez intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur ces ressources. Et une petite bonne pratique aussi à vous partager, donc c'est Creatis, donc qui fait partie du groupe Cofidis que vous connaissez sûrement, donc qui ont vraiment travaillé d'ores et déjà sur la sensibilisation de leurs équipes, et notamment, là c'est intéressant parce qu'en termes notamment d'accompagnement au changement, puisque c'est bien 2 collaborateurs qui ont mis en place un canal d'information Love Inno pour vulgariser les concepts clés d'innovation tels que l'IA ou le métaverse. Et donc il y a des sessions live qui sont organisées toutes les 8 semaines pour promouvoir cette culture dans toute l'entreprise et interagir sur des sujets novateurs. Donc là, c'est intéressant parce que c'est vraiment aussi pris en main d'ores et déjà par les collaborateurs. Donc, former et sensibiliser, mais ensuite, effectivement, identifier l'impact métier de l'IA générative, notamment en réfléchissant tâche par tâche, qu'est-ce qui peut être automatisé ou non? Est-ce qu'on va jusque-là ou non? On y reviendra, mais ça peut être un sujet d'éthique, hein, de se dire est-ce qu'on va forcément automatiser des tâches automatisables? Mais c'est vraiment important, avant de choisir, d'identifier vraiment l'impact métier de l'IA générative. Et une bonne pratique à vous partager, c'est chez Wavestone, donc qui est un cabinet de conseil, où en fait, dans le cadre de grands événements annuels qui s'appellent les Bridges chez eux, ils ont organisé un concours sur le thème de l'IA générative avec l'une de ces practices. Donc les practices, c'est vraiment les départements au sein du cabinet, pour inviter donc les collaborateurs volontaires à réfléchir à la question: en quoi l'IA va m'aider demain, au quotidien ou en mission, pour apporter des nouvelles idées à mes clients? Et tous les collaborateurs ont été invités à choisir leur projet préféré. Il y a une sélection ensuite qui a été faite par un jury. Donc ça, c'est intéressant de vraiment se dire que c'est pas forcément une sensibilisation, enfin qu'on ne reste pas qu'à la sensibilisation très large, mais effectivement de se dire, moi dans mon métier, qu'est-ce que cela implique? Alors bien évidemment, quand on parle d'IA, on parle aussi des craintes liées à l'IA, puisque une des grandes craintes qui est liée au déploiement de l'IA, c'est effectivement la disparition de certains métiers et donc les licenciements économiques à la clé. Si on revient sur les principes juridiques, il faut retenir que dans le Code du travail, vous avez plusieurs motifs économiques de licenciement, et un motif économique de licenciement est celui lié aux mutations technologiques, c'est-à-dire que le Code du travail prévoit qu'un employeur peut justifier la suppression de poste dans son entreprise en raison de mutations technologiques. Vous voyez, je vous ai mis des exemples de jurisprudence de Cour de cassation qui est venu vous dire, par exemple, que l'acquisition de nouvelles machines permettant l'automatisation des tâches ou encore la mise en œuvre d'un nouveau logiciel informatique pouvait entraîner la suppression d'une grande partie des attributions du salarié et justifier un licenciement économique. Et donc, aujourd'hui, sur l'IA, bien évidemment, on a vu un peu les bonnes pratiques, Tiffany vous les a évoquées, la conduite du changement, l'accompagnement des collaborateurs, l'accompagnement des managers, mais ça va être également un sujet de transformation des entreprises et donc nécessairement un sujet de réorganisation et éventuellement de disparition de certains postes dans les entreprises, puisque bien évidemment, l'IA est aussi un outil qui permet d'automatiser certaines tâches, et l'automatisation des tâches va nécessairement avoir pour impact que les entreprises vont s'en servir pour éventuellement se réorganiser et supprimer des postes. Alors, bien évidemment, dans les entreprises,
on ne supprime pas des postes comme ça. Vous le savez, il y a une obligation de reclassement qui est préalable au licenciement économique. Et cette obligation de reclassement, donc, c'est bien évidemment de trouver un poste qui permette à un collaborateur dont le poste a vocation à être supprimé, d'être reclassé sur un poste différent. Mais cette obligation de reclassement, si on remonte un peu plus en amont, elle n'est respectée par l'employeur que si celui-ci a mis en œuvre tous les efforts de formation et d'adaptation. Et donc, on en revient à la slide que j'ai évoquée un peu plus tôt, c'est-à-dire que vous avez dans l'entreprise, je vous le disais, une obligation de formation et d'adaptation des collaborateurs à leur poste de travail. Donc, si le poste évolue en raison de l'IA, vous devez, vous, employeur, vous assurer que ces collaborateurs ont été formés pour suivre cette évolution de leur poste. Et bien évidemment, lorsque une entreprise va dire, écoutez, moi, j'ai développé l'IA et donc, dans le cadre de ce développement, je vais supprimer des postes, 10, 20, 30, les juges vont vérifier que l'obligation de reclassement a été respectée et dans cette obligation de reclassement, qu'en amont, l'entreprise a mis en place les formations nécessaires et idoines qui permettaient aux collaborateurs de s'adapter à cette évolution technologique qu'il y a, et non pas de dire finalement, je n'ai même pas cherché à accompagner mes collaborateurs dans le changement, j'ai immédiatement décidé de la suppression de poste puisque j'ai fait de l'IA finalement comment dire, la lame de fond de toute ma réorganisation. Donc là encore une fois, c'est important, on en revient à l'obligation de formation, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir très prochainement, certainement, des cas où on va vous annoncer des licenciements économiques possiblement collectifs du fait du déploiement de l'IA dans les entreprises. Et d'ailleurs, vous avez déjà eu ce cas, alors le plan social a été avorté, mais en 2023, vous avez l'entreprise Onclusive qui est spécialisée dans la veille médiatique, qui a annoncé un plan de licenciement, donc quand même de 217 emplois sur 383 en France, donc c'est un gros plan de licenciement, et donc pour remplacer les salariés par des outils d'IA. Alors, bien évidemment, en parallèle, il y avait la création de 23 emplois à des postes de manager pour accompagner la mise en place des nouveaux outils d'IA. Donc, vous voyez, on est typiquement dans les sujets qu'a évoqué Tiffaine et qui sont des sujets certes prospectifs, mais qui commencent quand même à se dessiner dans la réalité, dans la concrétude. Alors, à ce stade, le plan a été abandonné puisqu'il y a eu des sujets juridiques avec l'administration du travail. Et vous constaterez que le sujet est quand même inquiété puisque vous avez des questions qui ont été posées au ministère du Travail par des députés. Alors, vous pourrez lire la question qui a été posée, dont j'ai mis un extrait. Alors, la question est très polémique, puisque c'était, en l'occurrence, un député France Insoumise qui l'a posée, mais pour autant, ça restait quelque chose de très intéressant, puisque semble-t-il que le PDG, qui était un PDG américain, avait annoncé ce plan en disant que l'IA permettrait de devenir plus agile et plus compétitif en modernisant les systèmes et les infrastructures obsolètes des anciennes entreprises et que l'idée était d'améliorer les carrières des employés en leur permettant de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et donc dans un objectif tout ça de réduction des coûts. Donc, vous voyez, l'IA, c'est à la fois le yin et le yang. Il y a un côté très positif, il y a un côté d'une technologie dont on ne va pas pouvoir finalement s'extraire, puisqu'elle va s'imposer à nous, et il va certainement y avoir pour certains métiers des améliorations, une meilleure productivité, et de l'autre côté, il va y avoir nécessairement un côté négatif, puisque vous avez un risque de disparition d'emplois, soit parce que effectivement les emplois vont devenir obsolètes et presque non nécessaires dans l'entreprise, soit parce que les gens n'auront pas su prendre en main l'outil, malgré d'ailleurs la formation qu'aura pu leur assurer l'employeur. Et vous avez une deuxième entreprise qui est plus connue que la première, qui est IBM, en tout cas qui est plus connue par moi. En 2024, IBM a annoncé un plan de départ volontaire de 206 emplois en France, principalement dans les fonctions support, liés également au déploiement de l'IA. Donc vous voyez, encore une fois, vous avez quand même des sujets qui commencent à se dessiner. On n'a pas encore de connaissances, en tout cas en jurisprudence, de cas qui auraient validé, en tout cas quand je dis jurisprudence, c'est Cour de cassation au Conseil d'État, donc la juridiction suprême en France. On n'a pas encore de cas qui auraient validé un licenciement économique qui serait fondé sur le déploiement de l'IA, mais il y a quand même fort à parier qu'à un moment ou à un autre, on va y arriver et qu'on va avoir des décisions qui vont dessiner un peu ce que l'IA peut avoir comme conséquence dans une entreprise en matière de suppression de postes et en quoi ce déploiement de l'IA peut justifier d'un point de vue juridique l'existence d'un motif économique qui permet la suppression de postes dans les entreprises. Il y avait quelques autres exemples que tu nous avais partagés aussi. Je ne sais pas si tu souhaites Ceux qui sont sur la slide, là ? Oui, bien sûr. Tout à fait. Je vais les partager avec vous. Alors, il y a aussi des cas qu'on voit un plus à l'étranger. Donc, c'est pareil, vous voyez, Tiffaine évoquait tout à l'heure les bonnes pratiques d'IBM et de DHL, qui sont des entreprises implantées
aux États-Unis. Et donc, les Américains ont toujours cette tendance à avoir un temps d'avance sur nous, dans le positif comme le négatif d'ailleurs. Et donc, elle vous a cité des exemples où on avait utilisé l'IA de manière tout à fait favorable aux salariés sur le recrutement, sur les plans de carrière et des choses comme ça. Là, en l'occurrence, on avait suivi des sujets. Alors, 2 exemples américains, un exemple russe. Donc, les Américains ne sont pas les seuls, bien évidemment. Mais en Russie, une entreprise russe a licencié 150 collaborateurs, donc un tiers de ses effectifs, et ce, sur la base d'un algorithme qui a analysé leurs mails, leurs activités et leur taux de présence sur le lieu de travail et jugé qu'ils n'étaient pas assez engagés et improductifs. Et donc, les employés concernés ont été informés de leur départ par email. Alors, bien évidemment, en France, ça ne serait pas possible puisqu'on ne licencie pas des gens par email. Il y a toute une procédure qui s'enclenche lorsque vous voulez licencier quelqu'un. Mais c'est pour vous montrer quand même que ces outils déployés par des entreprises dans des législations qui sont un peu moins protectrices que les nôtres, ça peut conduire quand même à des sujets de licenciement assez secs et surtout sur la base de décisions qui sont prises, semble-t-il, uniquement par des machines. C'est-à-dire que lorsque vous avez une analyse des emails en disant que quelqu'un n'est pas assez productif parce que ses emails le montrent, on sait tous, on travaille tous, on sait tous que la quantité d'emails n'est pas révélatrice de la productivité de quelqu'un. Et pour autant, dans cette entreprise russe, ils ont décidé que c'était l'alpha et l'oméga de la preuve de la productivité des salariés et ont licencié un tiers de leurs collaborateurs. Aux États-Unis, au Texas, 60 salariés de l'entreprise Accenture ont été licenciés en août 2022 et lorsqu'ils ont demandé à en savoir plus sur les raisons de leur renvoi, les ex-collaborateurs ont appris qu'ils avaient été sélectionnés au hasard par un algorithme. Donc là encore, vous avez un algorithme qui a décidé au hasard du licenciement de collaborateurs. Alors là, on est un peu en avance de phase sur les sujets d'IA, mais l'algorithme, c'est aussi une partie de l'IA, et donc cet algorithme a été utilisé pour licencier des collaborateurs. Et enfin, aux États-Unis toujours, Amazon a mis en place une IA qui est chargée d'envoyer une notification de licenciement aux livreurs qu'elle juge les moins performants. Donc là encore, vous avez ce sujet de la performance suivie par un outil, semble-t-il sans aucune décision humaine, et qui conduit des entreprises qui sont quand même des entreprises connues. Amazon, ce n'est pas une petite entreprise, elle emploie dans le monde des milliers de salariés, qui envoient automatiquement une notification de licenciement à des livreurs sur la base de performances qui sont appréciées par un outil qui est complètement déconnecté de tout processus décisionnel humain. Donc voilà, ça c'est un peu, on va dire, la face noire de l'IA dans les entreprises, et donc il va falloir se méfier peut-être en France, même si la législation est plus protectrice. L'introduction de l'IA, c'est aussi bien évidemment, on le disait, donc l'adaptation des collaborateurs, mais aussi il faudra composer entre l'IA et les obligations pour un employeur d'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Puisque vous avez dans le Code du travail une obligation qu'on dit générale de sécurité et de prévention qui suppose que l'employeur donc assure la sécurité et protège la santé physique et mentale des travailleurs, et ce, au moyen d'actions de prévention des risques professionnels, d'actions d'information et de formation, de la mise en place d'organisations et de moyens adaptés. Et donc, l'employeur doit veiller dans ce cadre-là à adapter ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ce qui veut dire que, concrètement, on ne peut pas, en tant qu'employeur, uniquement déployer l'IA sans prendre en compte en avance de phase quelles pourraient être les conséquences sur la santé physique et mentale des collaborateurs. Si vous prenez un exemple, si vous avez une IA qui vous calcule comment être plus productif sur une chaîne de production, vous n'allez pas pouvoir imposer un rythme effréné à vos collaborateurs au motif que l'IA a décidé que pour être plus productif, il fallait accélérer le rythme de la chaîne de production. Pareil sur la productivité d'un collaborateur. Si vous avez l'IA qui vous dit, voilà, moi j'ai calculé au regard de vos données qu'il fallait avoir un tel niveau de productivité, donc on va dire, au niveau de la direction, manager, voilà ce qu'il faut imposer comme productivité aux collaborateurs que vous gérez, et avec le risque derrière d'avoir des gens qui, et on en parlait au début sur les burn-out des managers, avoir des burn-out de managers, mais aussi des burn-out de collaborateurs qui seraient soumis à un rythme effréné du fait de décisions qui auraient été prises par l'IA. Toujours dans le cadre de la santé et sécurité, l'employeur doit aussi, vous le savez, établir un document unique d'évaluation des risques professionnels. Et ce document, il répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs. Et il doit assurer la traçabilité collective de ces expositions. Et donc, là aussi, on peut se poser la question. Aujourd'hui, le DURP, c'est un document dans lequel on retrouve beaucoup d'éléments qui sont liés à des travaux manuels et physiques dans lesquels les salariés sont fortement exposés à des risques d'accident. Mais pour autant, je pense que ces DURP devra, à un moment ou à un autre, en cas de déploiement de l'IA dans les entreprises, prendre en compte le risque lié à l'IA
encore une fois, sur la santé mentale des collaborateurs et sur, effectivement, la productivité effrénée que va peut-être conduire l'IA, à laquelle va peut-être conduire l'IA dans la décision du management, de la direction. Et dernier point, il y a dans le Code du travail, donc il y a l'obligation de sécurité de l'employeur, mais il y a également une obligation de sécurité de la part des collaborateurs, puisque le Code du travail vous dit que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il appartient à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de la santé et de la sécurité des personnes concernées par ces actes au travail. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un manager qui va manager grâce à l'IA et qui va certainement peut-être aussi manager de manière différente des collaborateurs, puisque le développement de l'IA lui aura permis d'avoir un management différent, doit lui aussi veiller à ce que son management ne devienne pas un management qui mette en risque ses collaborateurs et ses collègues de travail. Donc ça, toutes ces obligations légales, finalement, on se rend compte que, bien qu'elles soient quand même relativement anciennes, elles vont quand même pouvoir s'inscrire dans le cas du déploiement de l'IA, et les employeurs ne vont pas pouvoir y échapper, au motif que l'IA serait un outil nouveau et dont ils ne connaîtraient pas toutes les causes et les conséquences. Toujours en termes de santé et de sécurité, vous avez aussi le risque lié à l'IA d'un appauvrissement des tâches et des missions. Et comme vous le savez, alors on parle beaucoup du burn-out, mais il y a également ce qui existe aujourd'hui de plus en plus, le bore-out. C'est-à-dire que c'est des gens qui considèrent qu'ils ont moins de travail, que le travail qu'on leur donne est un travail de moindre valeur, et que finalement, l'intérêt et le sens qu'ils y donnaient a un peu disparu. Et ça, pour le coup, avec le développement de l'IA, il y a effectivement des tâches qu'on va peut-être pouvoir automatiser, et donc certains collaborateurs, se voyant dépossédés de ces tâches, vont probablement subir un sentiment de déclassement et vont peut-être estimer être en burn-out, étant précisé quand même qu'il y a une obligation qu'a l'employeur aussi en France, qui est une obligation fondamentale du contrat de travail, c'est de fournir à ses collaborateurs du travail. Donc on ne peut pas dire à un collaborateur, finalement, on a déployé l'IA, les missions qui étaient les tiennes, on les fait faire par une machine, et donc tu n'as plus de travail. Donc tu viens au travail, on te paiera, t'inquiète pas, mais tu n'as plus de travail. Ça, c'est pas possible en France. Vous avez l'obligation de fournir aux collaborateurs un travail. Donc, de deux choses l'une, soit ce collaborateur, effectivement, son travail disparaît du fait de l'IA, et auquel cas on revient sur les sujets qu'on avait de licenciement économique, soit on estime que ce collaborateur peut être formé à l'IA, à l'utilisation de l'IA, et donc l'employeur, on en revient à l'obligation de formation, devra former les collaborateurs sur l'IA, de manière à ce que justement on ne se retrouve pas dans des situations où un salarié serait complètement dépossédé de ses missions. J'en parlais aussi tout à l'heure, l'intensification du travail et de la pression pour atteindre des objectifs. Il a déjà été jugé par la Cour de cassation que le harcèlement moral, donc on connaît tous, on sait tout ce que c'est, peut être caractérisé par l'établissement de pression en matière d'objectifs imposés aux salariés qui ont eu pour effet de générer du salarié sous forme de flicage et par l'existence d'une souffrance au travail. Donc vous voyez, typiquement, avec l'IA, on pourrait se retrouver dans des situations comme celle-là, à savoir une productivité effrénée qui serait imposée aux collaborateurs, avec un manager qui met une pression monstre pour atteindre les objectifs fixés, notamment parce que ces objectifs ont été fixés en raison du déploiement de l'IA, et donc de suivre en plus de ça, grâce à l'IA, les collaborateurs, les fliquer, comme on l'a un peu vu dans les exemples étrangers, et donc arriver à la fin à des situations de harcèlement moral, conduisant les salariés à être éventuellement en arrêt de travail, voire à demander la rupture de leur contrat de travail devant le juge prud'homal en estimant avoir été soumis à une situation qui est contraire finalement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Et enfin, il y a quand même un risque avec l'IA aussi de transfert de la charge de travail sur les salariés restants, puisque vous le savez, quand on fait des licenciements économiques, il y a le sujet des salariés qui sont licenciés, mais il y a le sujet aussi des salariés qui restent dans l'entreprise. Et généralement, le gros sujet qu'on a, c'est le sujet des risques psychosociaux et plus particulièrement de la charge de travail. C'est-à-dire que globalement, la question qui se pose, c'est vous supprimez des postes, mais est-ce que derrière, les gens dont le poste est supprimé, les missions qui étaient les leurs ne sont pas transférées à ceux des salariés qui ne sont pas licenciés? Ça, c'est toujours pris en compte, puisque si vous ne le prenez pas en compte, déjà, vous avez un risque d'un point de vue juridique que l'administration refuse la validation de votre plan social, mais surtout, ça veut dire que plus largement, vous remontez encore une fois sur l'obligation de sécurité de l'employeur qui, quand il licencie des gens, bien évidemment, doit prendre en compte l'impact psychologique d'un licenciement sur les salariés licenciés, mais également l'impact psychologique pour les gens qui restent dans l'entreprise, notamment au regard, encore une fois, de la charge de travail qui peut finalement croître en raison d'un transfert de la charge de travail de ceux qui sont partis. Camille-Antoine, je vois que dans le chat, il y a une question pour toi. Donc, à voir si tu peux y répondre. C'est sur le cas de Onclusive. Est-ce que tu sais
est-ce que tu sais ce qui s'est passé côté par rapport à leur document unique sur les risques et pourquoi le PSE a-t-il été retoqué? Est-ce que tu Alors, as des éléments là-dessus? je n'ai pas le détail puisque c'est des choses que j'ai lues dans la presse. En revanche, ce que j'avais lu, c'est que le PSE n'a pas été jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire que le PSE a été annoncé, ils ont lancé le processus de consultation du CSE. Et dans le cas des échanges avec, parce que vous savez qu'en fait un PSE, donc vous avez le plan qui va être homologué ou validé par l'administration du travail, mais tout au long de la procédure de consultation du CSE, l'administration du travail peut faire des observations et demander à l'employeur d'améliorer son plan. Et là, en l'occurrence, si j'ai bien compris, il y avait un sujet puisque l'administration estimait que l'entreprise ne proposait pas des mesures suffisantes au regard du plan et du nombre de licenciements envisagés. Et donc, dans ce cadre-là, in fine, l'entreprise a décidé d'abandonner son plan pour le retravailler et a priori devrait peut-être décider de relancer un plan un peu plus tard, mais en retravaillant les mesures qui sont proposées aux collaborateurs qui seraient sujets à ce plan. Entendu. Dernier morceau sur cette intégration de l'IA générative dans l'entreprise. Donc, on a parlé de formation, on a parlé d'impact sur les métiers. Le dernier bloc, c'est l'expérimentation. L'expérimentation avec les équipes. Comment est-ce qu'on introduit cet outil dans les pratiques ? Notamment une bonne pratique que je souhaitais vous partager de la part de Kiabi, que je pense tout le monde connaît, qui en fait a proposé une formation conçue par leur service innovation, qui s'appelle donc Innovation et entrepreneuriat du concept à la concrétisation commerciale avec l'appui de l'intelligence artificielle. Et effectivement, ça permet d'appréhender les différentes phases nécessaires à la transformation d'une idée commerciale en utilisant le système de ChatGPT. Et en fait, c'était une formation où il y avait vraiment de l'expérimentation. C'était pas du descendant, comme on peut le voir un petit peu trop souvent dans les formations. Donc là, c'est assez intéressant. Encore une fois, c'est de la co-construction. C'est ça qui va amener à une meilleure compréhension et acceptation de l'outil. Alors, naturellement, quand on se dit que l'IA est une transformation, que le manager de proximité est au cœur, ainsi que ses collaborateurs, qu'il faut former, qu'il faut identifier les impacts, etc. Et quand on entend Camille Antoine avec ces sujets finalement légaux qui existent et certains cas qui ont lieu, pas encore en France a priori, mais qui sont quand même alertants, forcément, il faut que l'on parle d'éthique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on manage avec une IA générative? Est-ce qu'effectivement tout est écrit dans les textes ou est-ce qu'il faut faire un pas de côté et finalement se reposer un certain nombre de questions? Exactement. Alors, on va regarder un peu le cadre légal d'utilisation de l'IA. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, le cadre légal, il n'y a pas, mis à part ce dont on va parler, il y avait encore il y a peu pas de cadre légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compose avec le droit existant, mais toujours est-il que ce droit existant, je vous l'ai dit, dans le Code du travail, il permet quand même d'appréhender certains sujets, et c'est également le cas en tout ce qui est données personnelles et gestion de l'IA. Et vous le voyez, vous avez notamment le RGPD qu'on connaît tous, donc le Règlement général sur la protection des données, qui est rentré en application en mai 2018 en France et qui vient protéger les données personnelles des utilisateurs d'outils informatiques et qui, depuis 2018, mais c'était déjà le cas avant que la loi de 78, qui interdit en France et dans l'Europe plus largement la prise des décisions qu'on appelle entièrement automatisées qui ont des conséquences juridiques. Et donc, c'est l'article 22 du RGPD qui vous dit qui prévoit des règles restrictives pour éviter que l'humain ne subisse des décisions émanant uniquement de machines ayant des conséquences juridiques. Donc le profilage, bien évidemment, qui est toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel, qui consiste à utiliser des données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la fiabilité et le comportement. Donc c'est ce qu'on voyait un peu plus tôt, c'est que comment est-ce que vous utilisez l'IA de telle manière qu'elle vous aide à évaluer un collaborateur, sans pour autant que cette évaluation repose uniquement sur la décision de la machine et écarte complètement la décision humaine. Dans le RGPD, vous avez donc un principe, c'est que les individus, au sens large, ont le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé et qui produisent des effets juridiques les concernant. Et ces mêmes individus ont des droits supplémentaires lorsqu'une décision entièrement automatisée est prise à leur égard. Ils doivent d'abord en être informés, d'accord ? Donc on doit les informer qu'une décision a été prise uniquement sur la base d'une
machine, entre guillemets, et deuxièmement, ils ont droit à une intervention humaine. C'est-à-dire que le collaborateur ou l'individu qui est informé que la décision qui le concerne a été prise par une machine a le droit de demander que l'homme intervienne, notamment pour obtenir un réexamen de sa situation, d'exprimer son point de vue et d'obtenir une explication sur la décision prise ou de contester la décision. Donc ça veut dire que, par principe, on doit éviter les décisions automatisées, et si c'est le cas, si ça a été fait, l'individu concerné doit être informé et a le droit de demander que cette décision automatisée soit réévaluée de telle sorte qu'entre en compte la décision d'une personne physique, humaine, qui permette éventuellement de réévaluer cette décision, ou en tout cas de comprendre la décision et de s'assurer qu'elle n'est pas uniquement liée à la machine, mais qu'il y a un sous-jacent objectif et qui est justifié. Vous le savez aussi, a été passé au niveau de l'Union européenne l'IA Act, qui prévoit une classification des systèmes d'IA à haut risque. Et vous voyez, sont visés dans l'annexe 3 de ce règlement européen ce qu'on appelle des systèmes d'IA à haut risque, et notamment sont visés les systèmes d'IA qui sont destinés à être utilisés pour le recrutement ou la sélection de personnes physiques. Voilà, notamment pour publier des offres d'emploi ciblées, pour analyser et filtrer les candidatures et pour évaluer les candidats. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA en matière RH, on en entend beaucoup parler dans le cadre du recrutement pour cibler les meilleurs profils, passer au crible les CV, passer au crible les formations et finalement faire une espèce de tri un peu sélectif en amont, de manière à ce que le recruteur ou le RH, s'il n'y a pas de recruteur, puisse avoir dans sa base de données les meilleurs CV pour ensuite trouver les meilleurs collaborateurs et meilleures collaboratrices pour l'entreprise. Et ça, pour le coup, ce qu'on vous dit, c'est qu'on ne peut pas utiliser, pas qu'on ne peut pas, c'est qu'en tout cas, c'est considéré, ces systèmes d'évaluation des collaborateurs et de recrutement, comme des systèmes d'IA à haut risque. Pareil, on vous dit que ce sont des systèmes d'IA à haut risque, les systèmes qui sont utilisés pour prendre des décisions qui concernent les relations de travail, la promotion ou la résiliation des relations contractuelles liées au travail, pour attribuer des tâches sur la base du comportement individuel ou de traits caractéristiques personnels, ou pour surveiller et évaluer les performances et le comportement des personnes dans le cadre de ces relations. Donc là, c'est pareil. Vous avez d'abord l'IA qui peut être utilisée sur le recrutement, et donc on vous dit attention, c'est un outil à haut risque, puisqu'en fait, vous allez complètement sortir l'humain du processus décisionnel. Et pareil, lorsque le collaborateur est en entreprise, comment est-ce qu'on l'évalue, comment est-ce qu'on le promeut, et comment même est-ce qu'on décide de rompre le contrat de travail. Et tout ça, encore une fois, normalement, on ne peut pas confier ces tâches-là, comme ça avait été fait d'ailleurs dans les exemples que je vous ai donnés en Russie et aux États-Unis. On ne confie pas ces tâches-là et ces décisions-là uniquement à la machine, et on doit laisser intervenir l'humain dans ce processus décisionnel. Et par exception, vous dit l'IA Act, n'est pas considéré comme étant à haut risque, donc un système d'IA qui est soit destiné à exécuter une tâche procédurale limitée, vous voyez là on est dans l'idée d'automatisation des tâches avec les outils d'IA, ou lorsque le système est destiné à améliorer le résultat d'une activité humaine déjà réalisée. Voilà. Vous avez également, lorsque le système est destiné à détecter des modèles de prise de décision ou des écarts par rapport à des modèles de prise de décision antérieurs, et qui n'est pas destiné à remplacer ou à influencer l'évaluation humaine effectuée précédemment. Donc ça veut dire que là, vous voyez, l'IA est vraiment vue comme un outil d'accompagnement, d'amélioration, mais pour autant n'est pas un outil de remplacement de la décision humaine. Voilà, donc ça c'est le cadre qui a été fixé par l'Union européenne. Alors l'entrée en vigueur en France, ça sera en 2026, mais pour autant cette législation européenne est entrée, en tout cas a été votée par le Parlement européen en 2024. Et pour rebondir, une des personnes que nous avons interviewées dans le cadre de la publication d'un dossier spécifique sur l'IA qui vous a été mis d'ailleurs dans le chat, donc Nicolas Baudin, donc disait très bien que l'IA en fait c'était vraiment un outil d'aide à la prise de décision et non pas un outil de prise de décision. Et je pense que c'est une nuance importante à bien garder en tête. Et d'ailleurs, nous on a eu chez les avocats, parce que les avocats aussi sont bien évidemment concernés par l'IA, puisque se pose la question de savoir si on va avoir besoin autant des avocats dans les années à venir du fait du déploiement de ces outils. Et je sais que l'Ordre des avocats a reçu Xavier Niel, donc, qui est quand même assez à la pointe sur ces sujets de technologie, et qui disait finalement que la crainte avec l'IA, c'était pas tant la machine que qui allait utiliser la machine. En disant finalement, vous les avocats par exemple, à la limite qu'il y ait une machine qui vous aide très bien, mais cette machine, si celui qui l'utilise ou celle qui l'utilise n'a pas les connaissances requises pour savoir poser la question, comprendre la donnée,
finalement, l'outil peut être un outil tout à fait négatif, alors même que si vous maîtrisez la donnée à la base de l'outil, là, pour le coup, l'outil peut être quelque chose de très favorable. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un point qui est important à mon avis, et je pense qu'il avait raison. C'est que on a bien évidemment, je vous l'ai dit, cette crainte de disparition de métier, mais encore une fois, si on fait bien la formation, si on accompagne les équipes, je pense que personnellement, l'IA peut être un outil extrêmement intéressant dans le cadre des métiers des uns et des autres. Je vous mets juste dans le chat que j'ai retrouvé l'extrait de la question qui a été posée par le ministre. Si vous voulez un peu plus de détails, la réponse du ministre sur ce qui s'est passé chez Inclusive. Voilà. Donc, l'IA, pareil, sur le cadre légal d'utilisation, il y a un sujet quand même qui est prégnant, c'est donc le recrutement et la promotion des collaborateurs. Dans le Code du travail, il existe des règles par rapport à ça, déjà, sur le fait d'utiliser des outils qui aident au recrutement. Donc, on vous dit premièrement que le candidat à un emploi est informé préalablement à leur mise en œuvre des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard, et donc ça rejoint les règles sur les données personnelles, c'est-à-dire que si vous recrutez quelqu'un ou si vous recevez quelqu'un, un candidat, et que vous utilisez un outil d'IA pour identifier son profil ou pas, vous devez l'informer en amont que vous utilisez cet outil dans le cadre du recrutement. Après, il y a des questions qui restent en suspens, bien évidemment, avec l'IA. C'est comment est-ce qu'on s'assure que l'IA ne présente pas un biais de discrimination, donc par exemple sur l'origine de la personne, sur le sexe de la personne, qui est contraire à l'obligation, à l'interdiction, des mesures discriminatoires prévues par le Code du travail. Donc, vous savez, dans le Code du travail, il y a toute une litanie de motifs qui sont des motifs discriminants, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des motifs de différenciation qui ne peuvent pas être des motifs de différenciation entre les gens qui sont objectifs, mais qui sont discriminatoires. Comment s'assurer après que la personne en charge du recrutement, donc le RH ou le recruteur ou le manager, qui identifie un biais de discrimination dans l'IA, corrige le tir. Donc, comment s'assurer que la machine ne remplace pas totalement l'humain dans le processus décisionnel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et aussi, comment s'assurer que l'IA respecte l'égalité de traitement. Donc, l'égalité de traitement, c'est quoi? C'est pas forcément, c'est un motif de différenciation qui est objectif, qui n'est pas discriminatoire, mais dont on doit s'assurer qu'il repose sur une cause objective. Et donc, par exemple, vous avez l'obligation d'égalité de traitement, notamment entre les femmes et les hommes, à métier égal, salaire égal. Et donc, tout ça, ce sont des questions qui vont se poser, puisque, bien évidemment, quand vous utilisez une machine, la question, c'est est-elle faillible ou est-elle infaillible? Et donc, on va quand même devoir faire attention à ça dans le cadre du recrutement. Également, aussi sur le recrutement, il y a un arrêt intéressant qui est sorti il n'y a pas très longtemps, alors qui est un arrêt plus rendu sur la base du droit des données personnelles, mais qui pourrait aussi concerner l'IA, puisque l'idée, c'était effectivement de faire du profilage. Et donc, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, elle a condamné un dirigeant d'entreprise et une entreprise qui avait enquêté sur la vie privée des salariés ou des futurs salariés à partir de données personnelles en accès libre sur Internet, en considérant que ça pouvait constituer le délit de collecte de données personnelles par un moyen déloyal, à partir du moment où cette enquête était effectuée sans information des personnes concernées. Vous voyez, donc là, je vous ai mis l'extrait, le fait que les données à caractère personnel collectées par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur Internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu'une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d'investigation dans leur vie privée, à l'insu de celles-ci, ne pouvait s'effectuer sans qu'elles en soient informées. Donc là, c'est pareil, attention, si les entreprises commencent à utiliser l'IA en disant voilà, moi je vais aller chercher sur les gens, vous savez, moi j'ai des clients américains, ils font beaucoup de ce qu'ils appellent des background checks. Ils disent voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en France? Parce que chez eux, c'est un peu open bar, c'est qu'ils vont regarder tout ce qu'il y a sur la personne. Ils nous demandent même en France, ils nous disent est-ce qu'on peut avoir le casier judiciaire, est-ce qu'on peut demander s'il est marié, pas marié, voilà. Donc, ils vont très loin là-dedans. En France, c'est beaucoup plus strict. Et donc, l'IA utilisée à des fins de recrutement pourrait conduire une entreprise à être condamnée sur ce délit de collecte des données personnelles, puisqu'en fait, si vous utilisez encore une fois un outil pour aller identifier des collaborateurs, ce qui n'est pas interdit, si vous n'informez pas ces collaborateurs, vous pourriez être dans un agissement déloyal qui vous conduirait à être condamné pour ce délit-là. Et donc, dans ce cadre-là, c'était un peu la conséquence puisque c'est le même dossier, le directeur général de l'entreprise avait été licencié, et ce licenciement a été considéré justifié, puisqu'il avait manqué à son obligation de loyauté en raison de la création, justement, et de l'organisation d'un système illégal de collecte de données personnelles. Donc, c'est un risque pour l'entreprise, et c'est un risque pour les dirigeants d'entreprise, ou en tout cas les gens qui ont délégation de pouvoir dans l'entreprise, donc en l'occurrence souvent le RH sur le recrutement. Entendu. Donc effectivement, un cadre légal qui est encore en structuration, même si bon, on sent bien qu'on est quand même sur quelque chose de un peu plus protecteur en France et Europe versus ce qui peut se passer notamment aux États-Unis.
Mais naturellement, au-delà du cadre légal, il y a aussi une réflexion éthique sur ce sujet. Donc là, je me fais la porte-parole d'un entretien que nous avons mené avec Julien Desanctis, qui est docteur en philosophie, conférencier et formateur chez TAE. Donc toute l'interview est dans notre dossier, dont vous avez le lien en chat, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Mais donc, je m'en fais porte-parole. Donc, effectivement, il nous soulignait très justement, à mon sens, que l'IA était bien un outil au service d'un système normatif préexistant. C'est-à-dire qu'en fait, les outils sont des instruments de normes, de valeurs, d'intérêts qui leur préexistent. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas neutre. L'IA ne vient pas dans un environnement qui d'un coup est neutre. En fait, il va être en capacité, comme n'importe quel outil, de modifier les normes et les valeurs existantes ou les amplifier. C'est-à-dire que ça peut être une chambre d'écho de nos forces, mais aussi de nos faiblesses en tant qu'humains, en tant que système, en tant que management. Donc vraiment, il faut se dire que l'IA seule n'a pas vocation à changer complètement notre environnement normatif. Il y a vraiment ce sujet-là à vraiment bien comprendre. Et donc l'éthique, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la nécessité de se demander pourquoi est-ce que l'on fait les choses tout en ménageant la possibilité d'un renoncement. C'est-à-dire que parfois, on y réfléchit éthiquement et on se rend compte qu'en fait, on ne va pas aller sur tel ou tel sujet. Et par exemple ici, on ne va pas forcément prendre tel ou tel outil. On ne va pas automatiser telle ou telle tâche. On va renoncer puisque éthiquement, on se rend compte que ça ne répond pas à ce que l'on a envie de faire, ce qui nous semble juste pour nous comme pour le collectif. Et donc, effectivement, ça suppose de se demander qu'est-ce que l'on définit comme essentiel. Et donc, qu'est-ce que l'on veut préserver, et ce, face à tout outil et toute transformation. Ce n'est finalement pas que, ça ne concerne pas forcément que l'IA, même si effectivement l'IA nous pousse un peu dans nos retranchements, mais qu'est-ce qu'on définit comme essentiel? Quel sens on donne à l'idée de progrès? Et est-ce que le seul fait de pouvoir automatiser des tâches justifie à le faire? Ça, c'est un vrai sujet parce qu'on en parle depuis le début que ça peut être assez libérateur, par exemple pour les managers de proximité sur certaines tâches, mais qu'effectivement sur d'autres, il peut y avoir un impact sur le métier, qu'il faut mesurer tout cela. Mais effectivement, si après avoir diagnostiqué, cartographié l'ensemble des tâches automatisables, est-ce qu'on a envie de le faire ? Est-ce que ça répond à nos normes? Est-ce que ça répond à notre projet collectif? Ça, c'est un vrai sujet et l'IA seule ne peut pas répondre à notre place. D'ailleurs, dans nos échanges, on s'est dit que ça peut être intéressant de finalement, au lieu d'identifier le degré d'automatisation des tâches, plutôt d'identifier le degré d'humanité nécessaire à une tâche. Et en fait, se demander si on a besoin d'humains sur cette tâche, même si elle est automatisable en soi, eh bien, on ne va pas le faire. Parce que pour nous, eh bien, l'humain a toute sa place. Encore une fois, c'est des questionnements, hein. Il y a vraiment, c'est un vrai sujet sur lequel il faut se pencher à titre individuel et collectif. D'ailleurs, on voit d'ailleurs au niveau de la législation, parce que au niveau de l'Union européenne, le sujet a rapidement été saisi comme un sujet d'éthique, justement, avec cet IA Act dont on a discuté, à l'inverse de pays à culture plus anglo-saxonne qui, eux, ils le voient plus sous l'angle business, et donc qui s'embarrassent moins à ce stade-là des sujets éthiques par rapport à ça, même si bien évidemment ils ne sont pas complètement éloignés de tout ça. Mais on voit vraiment la différence là-dessus, et effectivement, nous en Europe et en France aussi, on a vraiment cette notion d'éthique qui vient entre guillemets se télescoper avec le déploiement de cet outil, et à juste titre d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Tout à fait. Avec naturellement une autre question que l'on peut se poser, c'est que l'IA est censée nous faire gagner du temps, mais pourquoi faire? Ça, c'est un vrai sujet, parce que là, on se dit, les managers de proximité, ça peut être bien, comme ça, ils peuvent prendre du temps pour leur équipe, etc. Enfin, ils vont passer moins de temps en réunion et faire des tri de mails, mais pourquoi gagner du temps? Est-ce qu'on va ajouter plus de tâches existantes? Est-ce qu'on va ajouter plus de nouvelles tâches? Ou est-ce qu'on imagine vraiment autre chose? Là, c'est un vrai sujet, puisqu'effectivement, on a connu beaucoup de révolutions technologiques. On nous a effectivement présenté cela comme étant un outil de gain de temps.
je ne sais pas si beaucoup d'entre nous sommes persuadés que nous gagnons beaucoup de temps avec la technologie que nous utilisons aujourd'hui. Donc, il y a une vraie réflexion par rapport à l'IA. Est-ce que ça peut nous faire gagner du temps? Si oui, pourquoi? Voilà, c'est encore une fois, on est vraiment sur des questionnements qui sont profonds, qui ne sont pas simples. On n'a pas forcément forcément, peut-être que certains ont des convictions, hein, d'ores et déjà. J'ai notamment en tête Carbo, que vous connaissez peut-être, qui est une entreprise qui donc travaille sur l'empreinte carbone des organisations, qui les aide à travailler là-dessus, et qui ont vraiment, pour le coup, décidé d'avoir un point de vue dit écologique de leur travail et donc d'être en décroissance de leur temps de travail, de redéfinir des objectifs atteignables, même eux, ils ont mis en place la semaine de 4 jours, la vraie semaine de 4 jours, hein. Donc voilà, ça, effectivement, ça, et aussi sur l'utilisation d'outils, de réfléchir à comment, en fait, je m'engage sur un pan personnel, sur d'autres sujets, etc. Et pas uniquement pour augmenter encore et encore mes objectifs. Encore une fois, pour l'instant, c'est plus un questionnement et il y a certaines convictions fortes qui sortent, mais il n'y a pas de prosélytisme de notre part enfin là, c'est point d'interrogation. D'ailleurs, moi, je le vois parce que pour avoir parlé avec des avocats qui ont connu l'époque où on allait travailler dans une bibliothèque et chercher des bouquins pour répondre aux clients, nous, on a connu uniquement, moi, ma génération, les bases de données juridiques. Et pour autant, on n'a pas moins travaillé. D'ailleurs, le rythme s'est accéléré en réalité. Ce qui était censé nous apporter un peu de temps libre, en fait, en réalité, nous a pas. Nous, en tout cas, les avocats, moi, j'ai des clients de plus en plus, et c'est normal avec le mail, avec les bases de données, vous avez un quart d'heure pour trouver la réponse. Là où, à une époque, le client allait vous envoyer éventuellement un fax, voire un courrier. Vous alliez aller à la bibliothèque de l'ordre chercher un bouquin et vous alliez répondre sur un papier en tête signé avec de votre plus belle plume. Donc, voilà. Donc, moi, pour en avoir parlé avec des avocats, c'est vrai que nous, en tout cas, le développement des bases de données qui sont finalement une forme d'IA, en fait, hein, puisqu'il y a des mots-clés, vous rentrez votre demande et vous avez toute une litanie de jurisprudence et de doctrine qui sort, ce qui est très pratique, ça va gagner beaucoup de temps là-dessus. Mais pour autant, ça a aussi accéléré la dynamique du travail et donc, en réalité, les avocats d'aujourd'hui n'ont pas plus de temps que les avocats d'hier. Tout à fait. Et une petite question que je vois dans le chat, est-ce que la réflexion éthique est finalement la première étape dans ce processus de transformation? J'ai envie de dire presque oui. En fait, c'est presque la première étape. C'est vrai qu'on l'a mis en dernier en ouverture, puisque c'est sur ce sujet que nous avons finalement qu'on souhaitait vous laisser pour que vous puissiez y réfléchir aussi et faire un petit peu la mesure entre tout ce qu'on vous a dit sur les points positifs. Déjà le fait que cette transformation va avoir lieu, les sujets légaux, mais aussi finalement vraiment la réflexion humaine et éthique que l'on peut s'en faire. Et effectivement, l'idéal, c'est quand même de se fixer à minima à l'échelle d'une entreprise avant finalement de mettre en place l'ensemble de ces éléments. Après, est-ce que ça vient effectivement au niveau de la formation, enfin même avant la sensibilisation, ou est-ce qu'on a besoin d'abord de se sensibiliser avant de choisir éthiquement ce que l'on souhaite faire? En tout cas, il est certain que ça peut être vraiment très précieux d'avoir fixé la conviction de l'entreprise pendant que l'on fait la mesure d'impact sur les métiers. Parce qu'effectivement, si on décide que, au niveau des tâches, on décide qu'en fait, le fait de les automatiser ne suffit pas à les automatiser réellement, il faut avoir défini son éthique avant. Donc ça, c'est clair. Ce qui est sûr, c'est qu'après, la question va se poser, et elle va se poser aussi au regard de l'aspect business, c'est-à-dire qu'en fonction du temps dont aura besoin l'entreprise, ou du temps qu'elle aura, en tout cas, pour mettre en place ses outils au regard de son business, de son activité, de la compétition autour, la question éthique, elle va soit arriver en amont, puisque les gens ont pris le sujet suffisamment en avance de phase, soit on sera un peu acculé, dos au mur, et on se dira, bon, l'éthique, on verra après, d'abord, on va déployer l'outil, et ces questions-là, elles se les posera après. Alors, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, mais mine de rien, je ne suis pas certain que tout le monde pourra prendre le temps de réflexir à l'aspect éthique du déploiement de l'IA. Oui, il va y avoir un principe de réalité. Après, voilà, c'est ce qu'on peut quand même se souhaiter, ce temps de réflexion, pour peut-être vous partager aussi quelques pistes de réflexion qui nous a été partagées par donc Julien Desantis. C'est notamment puisque cette technologie est censée nous faire gagner du temps, pourquoi pas s'en saisir finalement pour réfléchir à ce que cela signifierait de travailler non pas toujours plus, mais
sobrement. Et le sobrement, je me souviens lors de notre entretien, il faisait bien la différence avec l'ébriété. En fait, c'est vraiment c'est sobrement, c'est l'opposé d'ébriété. Donc, je pense que ébriété, je pense qu'on voit tous un petit peu près de quoi on parle. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être ivre et dans l'ébriété tout le temps. Être sobre, c'est aussi quand même quelque chose qui est assez intéressant, au niveau du concept en tout cas. Et ce qui veut dire ne pas forcément travailler forcément moins, ou voilà, mais différemment. Différemment, et surtout ne jamais séparer le travail de ses conditions de réalisation. En fait, c'est extrêmement important de se dire qu'en fait, le fait de trouver un sens dans notre travail, c'est pas uniquement le résultat, c'est aussi la manière dont nous avons abouti à ce résultat qui compte. Et effectivement, enfin, je revois sur le deuxième bullet point, mais c'est tout à fait ça, c'est qu'en fait, chaque tâche, chaque compétence, en fait, développe chez chacun d'entre nous des raisons d'identification. Je suis en partie ce que je fais et comment je le fais. Et en fait, pour rebondir sur un élément que tu as partagé, Camille-Antoine, c'est vrai que ce côté de déclassement, c'est aussi un sujet là de difficulté d'identification. Si j'aime faire certaines tâches, quand bien même elles sont automatisables, eh bien, est-ce qu'on n'est pas censé me les laisser parce qu'en fait, elles constituent mon identité. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi éthique à aborder. Et dernier point, donc Julien était aussi très sensible au fait de respecter les conditions de sujet des collaborateurs, des managers, etc., finalement de chacun d'entre nous, dans l'entreprise, mais aussi au niveau de la société civile, donc en tant que citoyen, et qu'il était indispensable de consulter les personnes que la mise en place de la technologie va concerner, notamment pour ces sujets d'identification et pour ces sujets d'accompagnement au changement dont on parlait au tout début de notre présentation. Donc voilà, de grands sujets de réflexion. Et je pense qu'on va pouvoir, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, et on va pouvoir profiter de ce temps qui nous reste pour cette fois-ci vous donner la parole. Alors un peu différemment, on va ouvrir ce qu'on appelle un klaxon, un outil de facilitation, pouvoir vous envoyer des post-it électroniques sur la question suivante. Donc là, vous avez les différents éléments, hein, mais il me semble que vous pouvez l'avoir aussi dans le chat. Et en fait, la question est la suivante. Quelles actions liées à l'IA votre organisation déploie-t-elle ou souhaite-t-elle mettre en place? Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir vos différentes contributions. Alors. Et donc, ce que je vous propose, c'est, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous arrivez sur, donc vous vous connectez, vous arrivez sur le board et pour m'envoyer un post-it, vous appuyez sur le plus, vous écrivez votre idée et vous me l'envoyez en cliquant sur la flèche verte en haut à droite. Si ce sont des pratiques existantes que vous mettez d'ores et déjà en place dans votre organisation, gardez la couleur jaune pour votre post-it. Par contre, si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place, la couleur bleue. Et si vous avez plusieurs idées, eh bien, plusieurs post-it. Et n'hésitez pas à être les plus précis possibles pour que nous puissions bien comprendre ce que vous mettez en place et réagir. Donc, on vous laisse encore quelques minutes pour nous envoyer vos éléments. Je vois que ça commence à arriver. Par exemple, je ne sais pas si certains parmi vous sont
sont RH et gèrent les relations sociales, mais est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé ChatGPT ou un autre outil pour rédiger les notes d'information pour le CSE, par exemple, quand vous avez un sujet? Est-ce que certains se sont essayés à cette pratique ou est-ce que pour l'instant c'est trop en avance de phase pour tenter? Quand vous avez notamment les 3 grandes consultations annuelles sur la politique sociale ou la situation économique, pour agréger les données et sortir un document d'information consultation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, en tout cas pour ceux qui sont RH et qui voient de quoi je parle, s'ils l'ont déjà utilisé pour ça. Enfin, je vois qu'il y a plein de choses, ça c'est très bien, on va pouvoir, on va pouvoir réagir. Alors, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a des choses effectivement sur le dialogue social. Alors, regardons. Donc, de toute façon, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer les post-it. Hein. Je regarde tout ça. Alors, ce que nous avons sur les choses qui sont existantes. A priori, on a quand même pas mal de choses sur le recrutement. Hein. Comportement prédictif, aide à la rédaction de fiches d'emploi, d'offres d'emploi, fiches de poste, pré-sourcing des candidatures. Donc voilà, ça c'est quand même un sujet. Naturellement, avec toutes les précautions que vous a partagées Camille Antoine, je l'espère. Sur la partie sensibilisation, on en a quand même pas mal. Hein. Réflexion donc du CODI autour de la place de l'IA en tant qu'entreprise à mission, effectivement. Les workshops sur les pratiques, formation des managers, du diagnostic interne pour l'instant, sensibilisation, formation, etc. Des diagnostics. Première, disons, au premier stade qu'on a vu ô combien important du questionnement hein, autour du pourquoi y aller, comment y aller. Pas mal de sujets autour des comptes rendus de réunion, synthèse, etc. De l'aide à la rédaction des réseaux sociaux, aussi donc en assistant de rédaction sur ChatGPT, Copilot, etc. Aussi ChatGPT pour l'aide au développement IT, tout à fait. Sur les choses et les pratiques à développer, alors on a des sujets sur, encore une fois, le recrutement, hein, l'écriture inclusive des offres d'emploi, génération d'offres d'emploi adaptées au marché. On a aussi le sujet du traitement des entretiens annuels, demande de formation, conflits. Nous avons d'autres sujets comme la construction des plannings, gestion des plannings, des consolidations de verbatim, travail sur les cas d'usage, rédaction de compte rendu, parcours mobilité, gestion des mails clients, assistant virtuel RH. Donc, suite au diagnostic à venir, effectivement, intégrer l'IA sur les différentes fonctions, accès élargi à ChatGPT, assistant RH augmenté, rédaction des définitions de fonctions et cadrer l'IA pour éviter les fuites de données. Ça, c'est sûr. On n'a pas axé notre propos sur ce sujet, mais effectivement, c'est un vrai sujet de bien caler aussi au-delà du pourquoi vous le faites et le positionnement éthique que vous adoptez. Effectivement, c'est quand même des outils qui sont assez, qui peuvent comporter un certain nombre de risques et on a beaucoup d'entreprises là qui travaillent sur des chartes d'utilisation et qui essayent au maximum de border ces sujets puisque les collaborateurs, en fait, en tant que particulier, hein, en tant que client de certaines entreprises, etc., utilisent déjà ChatGPT au niveau personnel. Et donc, on parfois des petites tendances à l'utiliser au niveau professionnel sans que ce soit bien cadré. Donc, c'est vraiment important. Je pense qu'Anne-Antoine, tu... Il y a le risque de fuite, effectivement, de données personnelles des collaborateurs, mais aussi des données confidentielles de l'entreprise. Si un collaborateur qui travaille avec les informations stratégiques de l'entreprise se sert de ChatGPT, effectivement, pour agréger un document de présentation ou autre, il y a effectivement, selon l'outil, plus ou moins de sécurité informatique sur ce sujet-là, et donc il peut y avoir une fuite de données stratégiques qui peut être un peu compliquée à gérer derrière. Tout à fait. Est-ce que tu as des... moi, je suis ravie de voir qu'il y a un vrai sujet quand même sur la réflexion, sur la sensibilisation, etc. En espérant que suite à
à cette session, vous y ajoutiez, si tant est que ce ne soit pas déjà le cas, mais un enjeu éthique quand même au-delà du comment. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant. C'est assez représentatif des éléments, disons, sur lesquels l'IA est déjà présente, ou le niveau de maturité que l'on croise le plus souvent, c'est quand même assez représentatif. C'est vrai qu'on a vraiment il y a vraiment sur la partie notamment post-it bleu, sur la gestion des plannings, ça ne m'étonne pas du tout de les voir ici. C'est un vrai sujet que l'on a côté, que ce soit dans les enfin d'ailleurs tout type d'entreprise, sur la gestion des projets transverses, sur les sujets aussi généralement portés par des groupes de travail, des managers, etc. Mais aussi énormément dans le retail et chez nos clients du retail et d'industrie, un vrai sujet sur le planning, comment donner aussi un maximum de visibilité aux collaborateurs, etc. Enfin voilà, je ne suis pas étonnée de le voir ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les idées qui sont mises sur l'écran que pour l'instant, l'IA est vraiment vue comme quelque chose qui a vocation à aider dans le quotidien et pas du tout à remplacer les gens dans leur poste. C'est vrai que ça ressort beaucoup quand on regarde un peu ce que vous mettez. Puisque c'est vraiment finalement de l'assistance des tâches chronophages et plutôt administratives. Mais effectivement, tout le monde a cette idée quand même de dire, voilà, utilisons l'outil pour nous aider dans le quotidien, mais pas forcément pour nous remplacer complètement. Et on voit bien que chacun a quand même envie de conserver la plus-value qui est la sienne, malgré l'utilisation d'outils facilitateurs. Ça ressort beaucoup, je trouve, de tous les post-it que vous mettez sur l'écran. Tout à fait. D'ailleurs, ça me fait dire que, parce que là, il y a effectivement pas mal de sujets, pas mal de tâches sur le comment en termes d'accompagnement au changement. Je vois beaucoup de choses sur la sensibilisation, la formation. Si jamais vous faites des choses, ou si vous comptez en faire sur l'expérimentation, notamment avec des collaborateurs, par exemple. Enfin, je vois qu'il y a le travail sur les cas d'usage, effectivement, mais voilà. Petite chose à garder en tête sur l'accompagnement au changement, c'est toujours, on a cette expérimentation, et au-delà de cette expérimentation, toujours bien communiquer en interne là où vous en êtes, ce que vous ressortez de ces différents éléments. On a tendance, en fait, sur ces sujets, à avoir un groupe de travail qui risque de travailler un petit peu en tunnel, c'est-à-dire un petit peu en vase clos, et ne pas vraiment donner à voir ce qu'il se passe aux autres collaborateurs. À mon sens, ça pourrait être intéressant de vraiment ouvrir davantage, alors pas forcément sur l'expérimentation en tant que telle, mais vraiment sur la communication, sur ce qui se passe. Donc, vraiment, et puis de diagnostiquer aussi régulièrement, donc pas qu'au début, mais aussi au fur et à mesure de votre accompagnement au changement, le niveau finalement d'appropriation des outils, ou ne serait-ce que des grands sujets, ne serait-ce que définir ce que c'est que l'IA générative, comprendre un peu, ne serait-ce que les différents éléments que nous avons partagés aujourd'hui, ça peut être intéressant de ne pas être uniquement sur un diag au début, mais aussi de continuer à mesurer cela. Mais très bien, en tout cas. Merci à vous tous. Je regarde si... voilà. Ah, on avait une petite réponse à ta question, Camille-Antoine, sur les relations sociales. Donc, un participant qui dit qu'effectivement, il n'y a pas a priori, pas d'utilisation à date parce que les données sont trop sensibles. D'accord, ok. Voilà. Écoutez, merci à toutes et tous pour votre participation aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. J'espère que vous avez pu apprécier le mix finalement de nos compétences, de nos expertises, que ce soit sur la partie vraiment accompagnement au changement, bonne pratique, éthique, légale. Voilà, mais vraiment, encore une fois, sur ce sujet, on reste humble, étant donné les mouvements, que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes légaux, etc. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont encore changer. En tout cas, voilà, s'il y a, je pense peut-être peut-être deux choses à retenir, c'est que c'est un outil donc d'aide à la prise de décision et non de prise de décision. Et deuxième point, ça s'inscrit dans notre environnement normatif préexistant. Quel est-il ? Est-ce qu'on veut le garder comme ça ? Est-ce qu'on veut le changer ? Enfin, disons, utiliser cette opportunité pour le changer, pour le modifier.
Point d'interrogation. Voilà. En tout cas, merci à vous. Donc, le support vous sera envoyé avec le replay. Voilà, et vous aurez tous les éléments. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, soit Camille, Antoine ou moi-même, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn ou autre. Voilà, on sera ravis de continuer à échanger ensemble. En tout cas, merci à vous. Passez une excellente journée et à bientôt pour une prochaine matinale Great Place to Work Littler. Merci beaucoup, Camille, Antoine. Merci, Tiffaine. Au revoir. Au revoir à tous.